Journal de bord d'un élu local. Avec Nico. Ding 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 et Gaël. Bonjour Nicolas. Je l'attendais pas. Salut Gaël. Alors c'est la rentrée. Ouais, ce matin on a déposé nos petits garçons En CP. en CP. Rentrée de CP. Ouais. Grand jour. Ouais, alors moi c'était en grande section. Et donc, qui dit rentrée, dit reprise des podcasts. Alors, Bonne résolution. Bonne résolution. On n'a pas pu, on avait prévu de faire des podcasts pour cet été, mais t'avais plus de voix avant la fin des vacances, tu t'en souviens ? Oui. J'ai eu une sorte d'extinction de voix. Donc il était temps de prendre du repos. Est-ce que tu as fait du repos ? Ouais, je me suis bien reposé. Je suis allé randonner dans le massif des Bauges. Ouais. Et puis passer du temps avec mes copains, ma famille, mes enfants. Et C'est voilà. vrai. Oui, parce qu'on a alors des copains, puis on a passé un peu de temps ensemble, on est allé au château. T'es venu voir aussi mon exposition à Tavers. C'est vrai. Oui, l'exposition qui continue jusqu'au 19 septembre. Ah, mais c'est marrant que tu le dises. Mais t'as... Voilà. Quel heureux hasard. Quel heureux hasard, non, je parle comme ça. Parce Voilà, que... c'est super. Oui, très, ouais, enfin, c'est ce que les gens disent. Non, mais à visiter, donc sur cette petite ville entre Orléans et Blois. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton été ? Ça m'a permis de déconnecter, de lâcher un petit peu ma boîte mail et mon portable. Ouais. Et de lire, ça aussi c'était bien. Ouais. Voilà, j'ai lu plein de bouquins, ça m'a permis. Quelque part, c'est une manière de continuer de réfléchir, mais en prenant plus de recul, en étant moins dans l'immédiateté tout le temps. Donc, j'ai lu la bio d'Obama, qui était très très intéressante sur comment il est arrivé au pouvoir, sur sa campagne. Autobiographie, hein. C'est une autobiographie. Ouais. Ouais. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a toute une partie où il parle de ses décisions sur l'envoi de soldats en Afghanistan. Et à la rentrée des vacances, il s'est passé ce qui s'est passé, et tu te dis que tant de milliards investis pour en arriver là. Mais en même temps, c'était intéressant de lire cet éclirage. Ouais, d'avoir ce reflet-là par rapport à l'actualité. Puis, comment à un moment donné, un président noir se retrouve président des États-Unis. C'est un témoignage intéressant à lire. Derrière, j'ai lu une dystopie de Philippe Cadic sur le maître du Haut-Château, qui imagine la société si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre. C'était très très intéressant. Et puis j'ai lu, et je suis en train de finir, la bio de Nelson Mandela, une autre histoire de changement politique sous l'apartheid, à un moment où tu as l'impression que c'est tellement pas faisable, qu'ils en sont tellement loin, avec presque aucun droit, des passes, des systèmes de passes pour avoir droit à des choses. Et voilà, et finalement ils ont réussi. Alors je me dis peut-être que la révolution écologique nécessaire, on y arrivera et que ça donnera quelque chose de positif, parce qu'à la fin, malgré tout, son élection, c'était le retour de la démocratie, le retour de l'entente entre les peuples. Ça t'a évoqué des grands changements, ouais, dans la société. Voilà, et comment ça se construit sur... En fait, ça paraît du très court terme finalement, parce que c'est l'échelle d'une vie, mais pour lui, quand tu comprends quand même que c'est des stratégies de long terme, que les choses se construisent beaucoup par le débat d'idées, beaucoup par la persévérance, et ça m'a... Je trouve ça inspirant, voilà. Ok, et alors t'as fait aussi partie t'es allé aux journées d'été, dont on parlera tout à l'heure, non, dans un autre épisode, pardon, tout à l'heure pour nous, mais dans un autre épisode pour les auditeurs, RIS, pardon, et les auditrices, c'est la façon dont je contracte auditeurs et auditrices. Vous avez pas chômé non plus au niveau des écolos de ELV, puisque vous avez co-signé des communiqués de presse. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît ? Bah oui, en fait pendant cet été, j'ai pu lire dans la presse les incidents qui ont eu lieu à la centrale de Saint-Laurent-Nouan, et qui évidemment m'ont fait réagir. Donc et c'est là qu'on voit l'importance d'être en lien avec les associations et de discuter avec les gens de terrain. J'ai appelé du coup quelqu'un de Sortir du nucléaire,
qui a pu un peu aussi m'éclairer. On a coécrit un texte tous ensemble avec un certain nombre d'élus aussi écologistes de la région. Et donc, alors, à la centrale, elle a vécu plusieurs incidents. Incidents. Oui. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, on est prévenu des semaines, voire des mois plus tard. Ça fait que l'autorité de sûreté nucléaire et un certain nombre d'organismes alertent sur le manque de rigueur dans la gestion de cette centrale, sans que rien ne soit fait. On a des centrales qui fonctionnent de plus en plus avec des intérimaires. Ce qui veut dire une perte de connaissances et de bonne gestion des centrales. Oui, comme j'ai déjà fait un bref retour sur la question du nucléaire, pour corriger un petit point suite à un commentaire que m'a fait à juste titre Didier Narbet-Buru de Sortir du nucléaire. Je dis que la centrale emploie de plus en plus d'intérimaires. C'est pas tout à fait ça. Donc il y a bien un projet de transférer la gestion d'une partie des agents permanents d'EDF à une filiale qui serait sous-traitante, donc une sorte d'externalisation où on perdrait en qualité de suivi du nucléaire. Donc ça, c'est le premier problème. Et après, le nucléaire a recours depuis toujours à un important volant de main-d'œuvre sous-traitante pour accomplir les tâches les plus dangereuses ou les plus exposées, pour limiter l'intervention où on est soumis à la radiation ambiante. Le problème est plutôt qu'une partie de cette main-d'œuvre est parfois sous-qualifiée et étrangère et ne peut pas parler le français, ce qui laisse imaginer les problèmes de coordination, de direction, de respect des normes de sécurité. Voilà, si un jour on avait un problème de sécurité, évidemment ces problèmes de coordination avec une main-d'œuvre qui parfois ne comprend pas ce qu'on lui demande peuvent être vraiment problématiques. Et puis en plus de ça, ce mode de sous-traitance permet d'escamoter la question de suivi sanitaire et de contamination des employés. Et un manque de transparence totale. Normalement, il y a une commission locale d'information, la CLI, qui doit se réunir régulièrement pour avoir des retours de ce qui se passe dans cette centrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps qu'elle ne s'est pas réunie, cette CLI, ou bien elle vient de se réunir, mais ça faisait en tout cas plus d'un an qu'elle n'avait pas été réunie. Et en fait, alors qu'on parle quand même de la sécurité des habitants, et moi ce qui me gêne, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est le fait qu'on joue avec les gens à côté, pour surtout pas remettre en cause le dogme du nucléaire en France. Du coup on va cacher les informations au risque des populations. Aujourd'hui, on a un périmètre qui est assez restreint autour de la centrale, alors que Blois est juste à côté, il n'est pas dans le périmètre où on va distribuer par exemple des pastilles d'iode. Oui. Ce qui fait que nous, mairie, alors que le maire a le devoir de protection de ses populations, il n'a pas l'autorisation par exemple de mener une campagne et de distribuer des gélules d'iode. Seules les pharmacies ont le droit. Je suis allé dans des pharmacies du coup pour aller voir quand je suis rentré de vacances et ils n'ont pas de pastilles d'iode. Donc si demain il y a un accident pour les problèmes de cancer de la thyroïde et autres, oui, ça serait trop tard. Et on a notre captage d'eau potable aussi qui est juste après la centrale. Et si demain les eaux sont polluées, quand on voit qu'on est prévenu à chaque fois très en retard, il est sûr qu'on irait capter de l'eau contaminée sans le savoir et qu'elle sortirait au robinet. Mais donc je pense quand même qu'à un moment donné, il y a quand même un devoir d'information, de prévention, de préparation aussi en cas d'incident à ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, qui devrait se préparer. Et c'est surtout là-dessus qu'on a voulu alerter. Il est temps de s'organiser pour savoir faire face au risque si demain on avait un incident plus conséquent, et on n'y sommes absolument pas prêts. D'accord. C'est donc le communiqué, c'est vous qui l'avez rédigé? Oui. Et du coup, il a été co-signé, il me semble, par... Et on l'a co-signé, donc l'ensemble des élus et Sortir du nucléaire. Et j'ai envoyé un message à Marc Gricourt pour lui proposer de le signer avec nous, parce qu'en tant que maire de Blois, sa parole porte quand même. Et il n'a pas hésité, je dois dire qu'il n'a pas hésité à le co-signer en me disant que c'était un vote de conviction, et je l'en remercie. Je pense que voilà, sur des grands sujets comme ça, il faut aussi savoir sortir des clivages politiques pour porter ces paroles ensemble. Ouais. Voilà, donc c'est une très bonne chose et je suis très content qu'il l'ait co-signé. Oui, il y a eu un beau retentissement du coup de votre de ce communiqué, et ça c'est chouette parce que vraiment c'est affolant, voilà, ce qui se passe à... Donc celui-là, je l'ai coécrit pendant les journées d'été. Ouais. Voilà.
Et celui que j'ai plutôt écrit pendant les vacances en était un sur les questions de... Oui, pollution lumineuse. Oui, voilà. Là encore, l'importance de travailler avec d'associations. J'ai pu coécrire avec l'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection des ciels étoilés. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on s'appuie sur une association, l'avantage c'est qu'ils connaissent très bien la loi, ils connaissent très bien les législations, ils peuvent nous alerter. Et en l'occurrence, c'est notre nouveau préfet qui a décidé d'éclairer la façade de la préfecture en bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet, ce avec quoi j'ai absolument aucun problème. Ce qui est gênant, c'est qu'il a décidé de laisser cet éclairage tous les soirs, toutes les nuits, toute l'année. Et ça, pour le coup, c'est interdit, et ça a un impact assez important sur la biodiversité. Et ça peut être un peu gênant que la préfecture, qui incarne l'État, fasse un éclairage à l'année jusqu'à après 1h du matin quand c'est interdit. Parce que nous, justement, à l'inverse, on essaie de sensibiliser les gens à l'importance de l'éclairage de l'extinction nocturne sur les heures creuses où il n'y a vraiment personne, tu vois, entre 1h et 4h du matin, il n'y a personne dans la rue, et c'est important de pouvoir éteindre. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'en fait, déjà pour les questions de chute de biodiversité, on a une énorme chute de biodiversité et on a un très grand nombre d'espèces qui ont besoin pour pas être perturbées dans leur cycle de reproduction, dans leur déplacement, d'avoir du noir la nuit. Les lucioles, par exemple, si elles n'ont pas un noir absolu, elles ne peuvent pas vivre, et on a une chute de nombre de lucioles, mais on a aussi les chauves-souris qui, pour la plupart, sont protégées, qui sont très perturbées. On a un certain nombre d'espèces, et en fait, dit comme ça peut sembler anodin, mais il y a la moitié des activités humaines qui repose sur la biodiversité. Et si demain on n'a plus de biodiversité, on a énormément de nos activités aussi qui s'écrouleraient. Aujourd'hui, ces façades, elles sont éclairées en bleu, blanc, rouge. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est pas de dire non, on est contre l'éclairage. Ce qu'on a proposé, c'est de dire éclairons-les jusqu'à 1h, donc jusqu'à minuit, tant qu'il y a du monde dehors, et puis éclairons-les uniquement pour les grandes fêtes nationales. Donc oui, le 14 juillet, pourquoi pas le jour de l'armistice, par exemple, ou à des grandes dates comme ça, pour l'appel du général de Gaulle. Et comme ça, en plus, ça marque beaucoup plus ces dates, et je pense qu'on le voit beaucoup plus, et on est beaucoup moins impactant. On respecte la législation. On a quand même eu des avancées. Ils ont débrayé les éclairages sur les parties administratives en nous disant qu'en fait ils avaient le droit d'éclairer parce que c'était des parties habitées. Donc maintenant seule la façade. Attends, j'ai pas compris. En fait, normalement, tu as le droit d'éclairer des façades qui sont habitées la nuit. Ouais. Donc du coup, il y a une partie de la préfecture qui est habitée par le préfet. Et donc c'est cette façade-là maintenant qui est éclairée. Et les parties administratives le sont plus. Ils nous ont dit que c'est plutôt pas trop orienté vers le ciel. C'est bleu, blanc, rouge, mais comme c'est de l'éclairage occasionnel, normalement c'est autorisé. Donc on voudrait que ça soit du vrai occasionnel et que ça soit qu'à des dates clés. Voilà, c'est ce qu'on a proposé. Pour l'instant, c'est pas retenu. Bon, et ben on espère que ça va évoluer. On va terminer cet épisode sur l'été. Ok. Et du coup, on va reprendre d'autres épisodes pour nous parler un petit peu tu vas nous parler un peu des journées d'été des écologistes. Et ben merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.